Bonjour, Julie Dehaye, vous êtes océanographe, vous êtes physicienne, chercheuse au CNRS. J'ai plein de questions à vous poser sur le réchauffement climatique. Déjà, le réchauffement climatique sur Terre, l'augmentation des températures, les canicules qui se multiplient. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ce réchauffement climatique pour les océans? En fait, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est toute la planète qui se réchauffe. Et ça, on le sait, c'est acté, c'est à cause des émissions de gaz à effet de serre par toutes les activités anthropiques depuis la révolution industrielle. Et bon, l'enchaînement exactement, comprendre l'effet de serre, c'est pas très simple. C'est quoi? Qu'est-ce qui a commencé? C'est le réchauffement climatique sur Terre qui entraîne celui des océans. C'est celui des océans qui entraîne celui de la Terre. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est tout ce qu'on appelle le bilan d'énergie de toute la planète qui fait que la planète se réchauffe. Maintenant, sur Terre et sur l'eau, les chiffres, quand on fait la moyenne sur toutes les terres émergées et tous les océans, sont un tout petit peu différents. C'est parce que l'océan a une capacité que la Terre n'a pas de stocker de la chaleur en profondeur. On parle d'une augmentation de 1,5, 2 degrés sur Terre. Qu'en est-il pour les océans? C'est un tout petit peu moins, parce que comme je vous le disais, l'océan a une dynamique dans l'horizontale et sur la verticale. Il y a des masses d'eau qui sont en surface, qui se retrouvent piégées en profondeur et d'autres qui remontent. Et donc les océans brassent et stockent la chaleur qui est emmagasinée sur une profondeur plus importante que sur la Terre. C'est pour ça qu'il y a une différence. Mais grosso modo, c'est la même chose, c'est toute la planète qui se réchauffe. Même conséquence que sur Terre, en fait. Même conséquence que sur Terre. C'est à peu près le même schéma partout, même pour les mers fermées. Je pense par exemple à la Méditerranée. Ah, tout à fait, parce que ce qu'on appelle ce bilan radiatif, à la base, c'est le Soleil et c'est toute la composition de l'atmosphère qui va faire se réchauffer la surface de la planète. Donc que ce soit des mers fermées ou que ce soit dans les océans ouverts, ça va être le même mécanisme. Après, la question, c'est l'excédent de chaleur qui est apporté dans les océans ou dans les lacs, dans les mers fermées. Qu'est-ce qu'il devient ? Si l'océan est ouvert, il va pouvoir se déplacer, se transporter sur l'horizontale, aller à d'autres latitudes, ou bien en profondeur. À l'inverse, dans une mer fermée, il va être stocké. Mais de tous les cas, il est surtout en contact avec l'atmosphère. Et finalement, il faut bien saisir que c'est la même chose. C'est toute cette petite fine couche dans laquelle on vit, nous, les humains, et vivent la plupart des écosystèmes, qui est en train de se réchauffer. Et quelles sont les conséquences pour les espèces marines? Leur population baisse, leur population migre? Ben, ça dépend de la population, ça dépend de sa capacité de migration. C'est-à-dire que certaines populations ne peuvent pas migrer. Je pense à un sujet par exemple sur les gorgones en Méditerranée qui ne peuvent pas se déplacer. Eh bien elles sont directement impactées par le réchauffement ou par un corollaire qui est l'acidification des océans, qui lui impacte aussi les coraux qui n'ont pas beaucoup de capacité pour migrer. D'autres espèces vont pouvoir migrer, mais il faut comprendre que dans tous les cas, les écosystèmes, c'est un assemblage de différents organismes qui dépendent les uns des autres. Et donc même si un des organismes est plus résilient que d'autres à l'acidification ou au réchauffement des océans. Si quelqu'un dans la chaîne alimentaire de cette interdépendance est fortement affecté par le changement climatique, c'est tout l'écosystème qui est fragilisé. Alors l'homme est-il résilient? Parce que là aussi, ce réchauffement climatique pousse les populations à migrer aussi et à changer de destination parce qu'elles ne peuvent plus vivre sur place, par exemple pour l'agriculture, pour tout un tas de Pour l'accès à l'eau raisons. douce. Tout à fait. Mais il est évident que l'homme ne fait juste figure qu'un autre des organismes vivants parmi ces écosystèmes de la planète. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a certaines capacités d'adaptation. Surtout, on est doué de connaître déjà les solutions pour atténuer ce changement climatique, ce dont les autres espèces ne sont pas douées. Et puis, c'est nous aussi les premiers responsables du changement climatique. Donc, pour moi, notre responsabilité, elle est sans équivoque. Et elle est surtout le premier moteur qui voudrait nous faire tout de suite limiter le changement climatique. Vous pourriez nous expliquer très clairement ce que c'est que le phénomène El Niño, par exemple? Alors, le phénomène El Niño, ce n'est pas à strictement parler un phénomène lié au changement climatique. C'est un phénomène climatique, c'est un phénomène de variabilité qui fait une bascule de la réserve d'eau chaude dans le Pacifique au niveau de l'équateur entre l'ouest et l'est. Et comme l'océan est toujours en interaction avec l'atmosphère, eh bien avec cette bascule de l'ouest vers l'est se déplacent aussi les phénomènes météorologiques associés et notamment les précipitations et les épisodes de sécheresse. Mais El Niño, c'est un phénomène qui a toujours existé. Malheureusement, c'est un phénomène qui est très rare, qui survient une fois tous les 3-4 ans. Voilà, du coup, on n'a pas beaucoup de recul dans le passé pour bien comprendre. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre le changement climatique et El Niño ? Précisément, on n'a pas assez de recul d'observation pour vraiment établir ce lien. Ce qui est certain, c'est qu'en ce moment, cette année, on est dans une année qui semble se déclarer El Niño, et que dans ces années-là, ce sont des années chaudes, et que ça va se superposer au réchauffement global, qui est la première signature du changement climatique. C'est quoi la solution? La solution pour stopper, en fait, ce cycle infernal?
La première solution, c'est d'arrêter d'émettre des gaz à effet de serre. Et pour cela, c'est simple, c'est la sobriété. C'est consommer moins d'énergie, de matériaux, de ressources naturelles de la planète. Parce que tout ça, on sait, tout de suite, on est dans une société ultra Le carbonée. mot sobriété, déjà, en fait, ça a un impact plus ou moins positif, négatif chez les hommes et les femmes qui nous écoutent. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut être citoyen consommateur ou consommateur citoyen un jour pour toujours, ou est-ce que les générations d'avant, les 30 ans, qui sont déjà plus aptes à capter ce message du réchauffement climatique, est-ce que ces générations-là peuvent eux aussi adopter de bons réflexes à long terme? Alors, je pense qu'il faut vraiment saisir que l'humanité est en train de connaître tout de suite un épisode qui est exceptionnel et qui est unique, dont on est, nous les humains, les seuls responsables. J'insiste bien sur ça. Une fois qu'on a compris cela, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait comme si on ne savait pas? Est-ce qu'on fait comme si on ne pouvait rien faire? On le sait, ce qu'il faut faire, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais c'est maintenant. On peut aussi décider de s'adapter, mais c'est juste remettre la dette et remettre la catastrophe à gérer pour les générations futures. Oui, alors les différents gouvernements, suite à différents rapports du GIEC, ont quand même pris des mesures. Est-ce que c'est trop tard ou pas? En fait, c'est jamais trop tard. Plus on retarde et plus difficile sera l'adaptation. On ne sait pas s'adapter à un monde qui est 4 à 5 degrés plus chaud que maintenant. On ne saura pas, ni les humains, ni la plupart des écosystèmes. Donc la question, c'est tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tout de suite, on continue, comme on a toujours fait, à consommer dans cette société dont le système de fonctionnement est ultra carboné? Ou est-ce que tout de suite, on se dit qu'on doit s'approprier les solutions qu'on a déjà identifiées pour inventer notre monde bas carbone? Quelle est votre approche à vous? Quelles sont vos solutions immédiates là, maintenant, tout de suite? Vous seriez au gouvernement, vous pourriez diriger le monde. Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place? Moi, je pense que la première chose à faire, je ne suis pas une personnalité politique, donc ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est d'être climatologue et de vous dire que l'ampleur du changement climatique actuel est bien plus forte que ce que les gens pensent. Oui, c'est une catastrophe qu'on est en train de traverser. Est-ce que ça doit nous paralyser? Au contraire, non. On a tous peur de ce que ça va impliquer pour nous, pour nos enfants, pour les générations à venir. Une des solutions dans lesquelles vraiment j'encourage les gens à s'engager, c'est de s'approprier les solutions qu'on a identifiées. Donc, une vie bas carbone, c'est quoi? C'est limiter au maximum l'usage de l'avion, limiter au maximum l'usage de la voiture, changer son régime alimentaire, isoler ses logements. On a des solutions. Oui. Et c'est Est-ce que c'est seulement une question de volonté maintenant ou pas? Oui, parce que le GIEC, le groupe des experts intergouvernementaux sur le climat, a même chiffré ce que coûte le montant à investir pour limiter le changement climatique. Je ne parle pas d'adaptation, parce que l'adaptation, c'est juste mettre des scotch et éviter, c'est même pas de la prévention, c'est juste anticiper et réparer. Mais d'abord, atténuer tout de suite, on a les moyens de le financer à l'échelle globale. Merci beaucoup, Julie Dehaye, d'être avec nous ce matin. Et on a compris, on peut faire changer le monde. Merci beaucoup pour votre analyse. Je vous en prie.